Un navire pétrolier russe déguisé, des commandos français qui montent à bord en pleine mer, des drones mystérieux au-dessus de l'Europe. Ce qui ressemble à un thriller d'espionnage est pourtant bien réel et s'est déroulé ce week-end au large de nos côtes. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le sujet incontournable de l'actualité du jour. Cette opération spectaculaire menée par la marine française révèle l'ampleur d'une guerre invisible qui se joue actuellement en Europe. Entre sanctions contournées, sabotage d'infrastructures et menaces voilées, la Russie déploie une stratégie d'intimidation sophistiquée. Décryptage complet d'une affaire qui en dit long sur les tensions géopolitiques actuelles. Une interception spectaculaire au large de Saint-Nazaire. Ce samedi, une scène digne d'un film d'action s'est déroulée dans les eaux françaises. Des commandos de la Marine nationale sont montés à bord d'un pétrolier suspect naviguant près de Saint-Nazaire, en Loire-Atlantique. Le navire en question, baptisé Pouchkine ou Boracay selon les sources, faisait l'objet d'une surveillance rapprochée depuis plusieurs jours en raison de manœuvres jugées particulièrement suspectes par les autorités maritimes françaises. Pour bien comprendre ce qui a conduit à cette opération musclée, il faut remonter le fil de ce voyage mystérieux. Le bâtiment a quitté le port de Primorsk, situé à l'ouest de la Russie, le 20 septembre dernier, selon les données recueillies par de nombreux sites spécialisés et vérifiés par plusieurs médias internationaux, dont l'agence France-Presse. Sa destination officielle, l'Inde, avec une arrivée prévue le 20 octobre prochain, un trajet qui, sur le papier, ne présente rien d'inhabituel pour un pétrolier commercial. Pourtant, vendredi dernier, le navire s'est retrouvé aux abords des eaux territoriales françaises avant d'effectuer une manœuvre pour le moins étrange samedi matin. Au lieu de poursuivre sa route vers l'océan Indien, le pétrolier s'est rapproché dangereusement de Saint-Nazaire, éveillant immédiatement les soupçons des autorités maritimes. Face à ces anomalies comportementales inquiétantes, la marine française a pris la décision d'arraisonner le navire, autrement dit de l'intercepter en pleine mer pour procéder à un contrôle approfondi. Une équipe de visite spécialisée a donc embarqué à bord du pétrolier dans l'après-midi de samedi, selon une source militaire. Depuis lors, le navire demeure immobilisé dans les eaux françaises, sous surveillance constante des forces navales tricolores. Cette intervention rapide a déclenché l'ouverture d'une enquête judiciaire officielle par le parquet de Brest, qui a retenu plusieurs chefs d'accusation particulièrement révélateurs de la complexité de cette affaire. Un navire russe déguisé pour échapper aux sanctions que la prosation a vous. Les accusations portées contre ce pétrolier sont multiples et éclairantes et que le parquet de Brest évoque notamment un défaut de justification concernant la nationalité du navire et son pavillon, un refus d'obtempérer aux injonctions des autorités françaises, ainsi que plusieurs délits maritimes. Car voici où réside toute l'ambiguïté de cette histoire. Ce mastodonte de 244 mètres de long est officiellement immatriculé au Bénin, un petit pays d'Afrique de l'Ouest sans véritable tradition maritime majeure. Cette immatriculation béninoise signifie concrètement que le navire bat pavillon béninois, lui conférant ainsi la nationalité maritime de ce pays africain. Mais le détail qui interpelle les enquêteurs, c'est que le Pouchkine a changé de pavillon à de très nombreuses reprises au fil des années, une pratique courante pour brouiller les pistes. Plus révélateur encore, ce pétrolier figure toujours aujourd'hui sur les listes officielles comme faisant partie intégrante de ce qu'on appelle la flotte fantôme russe. Cette appellation mystérieuse désigne en réalité un ensemble de navires pétroliers utilisés stratégiquement par le gouvernement russe dans le but de poursuivre ses exportations de pétrole de manière totalement clandestine. L'objectif, contourner habilement les sanctions internationales imposées à Moscou depuis l'invasion massive de l'Ukraine lancée en février 2022. Ces sanctions européennes interdisent formellement l'importation de pétrole russe dans l'Union européenne et ont instauré un plafond strict sur le prix du pétrole autorisé à l'exportation afin de limiter drastiquement les revenus permettant à la Russie de financer son effort de guerre. Pour échapper à cette surveillance internationale, la Russie a développé une stratégie sophistiquée de dissimulation. Elle masque systématiquement la véritable identité de ces navires en utilisant le pavillon d'un pays tiers, comme le Bénin dans ce cas précis, afin de camoufler leur origine russe et d'échapper aux contrôles ou aux interdictions. Le nombre exact de bâtiments appartenant à cette flotte fantôme demeure aujourd'hui inconnu des services de renseignement occidentaux, mais les experts estiment qu'elle compterait plusieurs centaines de navires sillonnant discrètement les mers du globe. 2 membres d'équipage en garde à vue, une procédure qui s'intensifie. Mardi, l'enquête a franchi un nouveau cap avec la mise en garde à vue de 2 membres de l'équipage. Selon les informations communiquées par le procureur de Brest, il s'agit du commandant du navire lui-même ainsi que de son second, les 2 plus hauts gradés à bord. Si le second a été libéré relativement rapidement, le commandant du pétrolier a quant à lui été déféré devant le procureur de la République pour refus d'obtempérer aux injonctions des autorités françaises. Cette décision judiciaire implique concrètement qu'il devra comparaître devant le tribunal correctionnel de Brest le 23 février 2026, mais uniquement pour ce chef d'accusation spécifique de refus d'obtempérer. Les autres infractions constatées n'ont pas été retenues contre lui dans le cadre de cette procédure.
À l'heure actuelle, le navire reste fermement immobilisé dans les eaux françaises avec des militaires français maintenant une présence permanente à son bord pour prévenir toute tentative de fuite. Le président Emmanuel Macron a tenu à s'exprimer mercredi devant la presse, affirmant sans ambiguïté que des fautes très importantes ont été commises par cet équipage, justifiant pleinement, selon lui, la judiciarisation de cette affaire et l'ouverture d'une procédure judiciaire en bonne et due forme. Un lien troublant avec les survols de drones au Danemark, mais l'histoire ne s'arrête pas là, et c'est peu être même le plus inquiétant. Ce navire est également fortement soupçonné d'avoir pu servir de plateforme de lancement dans le cadre des mystérieux survols de drones qui ont perturbé plusieurs pays scandinaves entre le 22 et le 25 septembre dernier. Le Danemark a été particulièrement touché par ces incursions aériennes non autorisées qui ont semé le trouble dans la région. Le Premier ministre suédois s'est d'ailleurs montré particulièrement direct sur le sujet en déclarant publiquement que tout pointe vers la Russie comme probable origine de ces drones. Cette supposition ne sort pas de nulle part puisqu'elle s'appuie notamment sur des précédents récents de drones russes détectés en Pologne au début du mois de septembre. Du côté de Moscou, évidemment, on nie catégoriquement toute responsabilité dans ces intrusions aériennes. Ce qui est indéniable, c'est que ces survols de drones ont sérieusement perturbé le trafic aérien danois, contraignant les autorités à fermer temporairement plusieurs aéroports, dont celui de Copenhague, la capitale du royaume. Et voici le détail qui corse singulièrement l'affaire, selon une analyse minutieuse réalisée par l'agence France Presse à partir des données du site maritime spécialisé Wesselfinder. Le Pushkin se trouvait justement au large des côtes danoises, précisément entre le 22 et le 25 septembre, coïncidant parfaitement avec la période des survols mystérieux. Interrogé mercredi sur l'éventuel lien entre ce pétrolier et les survols de drones, Emmanuel Macron a néanmoins appelé à rester très prudent dans les conclusions hâtives. De son côté, l'eurodéputée française Nathalie Loiseau ne s'est pas embarrassée de précautions oratoires en accusant frontalement la Russie d'utiliser des navires comme le Pushkin pour essayer d'intimider les Européens dans le cadre d'une stratégie globale de déstabilisation. La guerre hybride russe, sabotage et intimidation à grande échelle. En réalité, au-delà du simple contournement des sanctions européennes grâce à son faux pavillon, la flotte fantôme russe se trouve au cœur d'un véritable enjeu sécuritaire majeur pour l'ensemble du continent européen. Depuis la fin de l'année 2023, plusieurs navires en provenance ou à destination de la Russie ont été directement impliqués dans des incidents extrêmement préoccupants. Rupture mystérieuse de câbles électriques sous-marins et de télécommunications, endommagement de gazoducs européens stratégiques. Ces sabotages, dont la facture se chiffre en dizaines de millions d'euros, nécessitent parfois des mois de réparation complexes et coûteuses. C'est précisément ce que les experts en géopolitique appellent la guerre hybride russe, une stratégie visant à déstabiliser profondément les gouvernements occidentaux sans pour autant déclencher une guerre conventionnelle ouverte. Face à cette menace croissante, la première ministre danoise a affirmé mercredi que l'Europe avait besoin d'une réponse forte face à la guerre hybride livrée par la Russie. Une réunion d'urgence rassemblant les 27 dirigeants des pays membres de l'Union européenne s'est d'ailleurs tenue mercredi et jeudi en réponse directe à ces attaques répétées contre les infrastructures et enjeurir la souveraineté européenne. Jeudi, Emmanuel Macron a tenu à adopter une posture particulièrement ferme sur ce dossier sensible en affirmant qu'il est très important d'avoir un message clair. Les drones qui violeraient nos territoires représentent un risque important et peuvent être détruits. Point final. Un avertissement sans équivoque qui marque une nette évolution dans le ton employé par les autorités françaises face aux provocations russes. Mobilisation sociale en France. Une grève nationale moins suivie. Pendant ce temps, sur le front social hexagonal, une journée de grève nationale s'est déroulée jeudi dernier en France. L'intersyndicale, regroupant l'ensemble des principales organisations syndicales françaises, avait lancé un appel à se mobiliser massivement pour défendre la justice sociale et fiscale dans un contexte économique tendu. Les revendications portées par les syndicats sont multiples. Ils réclament notamment l'abandon complet du projet de budget pour 2026 ainsi que celui de la réforme controversée de l'assurance chômage. La secrétaire générale de la CGT, Sophie Binet, a également déclaré sans ambiguïté que le sujet sur les retraites est clair. Il faut revenir sur les 64 ans et abroger cette réforme. Toutefois, force est de constater que la mobilisation s'est révélée nettement moins importante que celle enregistrée le 10 à 8 septembre dernier. Les manifestants ont été estimés à 185 000 selon les chiffres de la police, tandis que la CGT avance le chiffre de près de 600 000 participants. Malgré cette baisse, plus de 240 rassemblements ont été organisés dans l'ensemble du territoire national. Gaza, la flottille humanitaire interceptée par Israël. Sur le front proche-oriental, la quasi-totalité des 45 navires composant la flottille humanitaire Global Sumu destinée à Gaza a été interceptée selon les autorités israéliennes. Au total, près de 500 personnes ont été arrêtées, parmi lesquelles figurent des personnalités médiatiques comme l'activiste suédoise Greta Thunberg, ainsi que l'eurodéputée française Rima Hassan.
La flottille qui transportait de l'aide humanitaire vitale pour la population gazaoui a vivement dénoncé une attaque illégale contre des humanitaires non armés. Le Hamas a qualifié l'interception de crimes de piraterie et de terrorisme maritime. Plusieurs pays, dont l'Espagne, le Brésil et la Turquie, ont condamné jeudi l'arrestation. La situation humanitaire à Gaza demeure catastrophique. 361 personnes, dont 140 enfants, sont mortes de faim depuis le début du conflit. 90% des habitants ont été déplacés depuis le 7 octobre 2023. Maroc, tension meurtrière à Agadir. Au Maroc, 2 personnes ont été tuées par balle mercredi près d'Agadir après avoir tenté de prendre d'assaut un poste de gendarmerie. Ces décès tragiques ont eu lieu lors de la 5e journée consécutive de mobilisation rassemblant la jeunesse marocaine. Le mouvement est coordonné sur Discord par le groupe Gens 212 qui se revendique explicitement pacifiste. Les manifestants réclament une réforme profonde des services publics de santé et d'éducation jugés défaillants. Depuis le début des manifestations, 400 personnes ont été interpellées et 300 ont été blessées, en majorité dans les rangs des forces de l'ordre. Attentat meurtrier dans une synagogue britannique. Au Royaume-Uni, 2 personnes ont été tuées lors d'une attaque au couteau perpétrée dans une synagogue de Manchester le jour de Yom Kippour, la fête la plus sacrée du judaïsme. Une 3e personne soupçonnée d'être l'assaillant aurait été abattue par les forces de police. Le Premier ministre britannique Keir Starmer, qui s'est dit horrifié par cette attaque sanglante, a écourté sa participation au sommet de la communauté politique européenne pour rentrer d'urgence au Royaume-Uni. Il a également annoncé le renforcement immédiat de la sécurité autour de l'ensemble des lieux de culte juifs. Corée du Sud, des excuses historiques pour des adoptions forcées, des excuses. La Corée du Sud a franchi un cap historique jeudi en reconnaissant officiellement sa responsabilité dans l'adoption de dizaines de milliers d'enfants envoyés à l'étranger pendant près de 50 ans. Entre 1953 et 1999, plus de 140 000 enfants sud-coréens ont été adoptés à l'étranger, souvent avec des falsifications massives de documents. Le président sud-coréen Lee Jae-myung a officiellement présenté ses excuses, affirmant que l'État n'avait pas pleinement assumé ses responsabilités. Des associations d'adoptés réclament aujourd'hui l'accès à leur dossier complet et des réparations symboliques. Voilà pour ce tour d'horizon complet de l'actualité internationale. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification. Prenez soin de vous et rendez-vous très bientôt.